Elle s'appelle Sanae Takaichi et elle est ici pour faire du Japon une puissance mondiale. Cette semaine, le parti politique le plus puissant du Japon s'est réuni pour choisir un nouveau dirigeant, une personne qui accédera presque certainement au poste de Premier ministre et deviendra le chef du gouvernement national. Ils ont choisi Sanae Takaichi, 64 ans, figure politique japonaise de longue date, admiratrice de Margaret Thatcher, ex-batteuse de heavy metal et passionnée de moto. Au Japon, Sanae Takaichi est importante car elle est la première femme à diriger le pays. Elle est la 10e première ministre en 20 ans et va probablement lancer un bouleversement économique et culturel pour la nation. Mais ici, sur cette chaîne, nous allons parler de la nouvelle première ministre du Japon parce qu'elle est une fauconne de guerre massive, puissante et qui change la donne. Et si elle en a l'occasion, elle va transformer le Japon en une puissance militaire. Depuis 1945, la position militaire du Japon est restée stable. Il ne fait pas la guerre. Il lui est en fait interdit par la Constitution de faire la guerre, surtout toute action pouvant être vue comme une guerre d'agression. Le Japon n'accumule pas ses ressources militaires. Il construit ce dont il a besoin et seulement ce dont il a besoin pour garantir sa propre autodéfense. Le Japon n'a pas de stratégie militaire propre. Il s'aligne sur les États-Unis et mise sur ses alliances et connexions dans l'Indo-Pacifique. Et le Japon ne s'engage jamais avec des armes nucléaires. Il ne fabrique pas d'armes nucléaires, ni n'en accueille sur son territoire. Et selon le Premier ministre en attente du Japon, tout cela, c'est vraiment n'importe quoi. Mais maintenant, il faut être très clair dès le début de l'épisode d'aujourd'hui. Bien que Sanae Takaichi dirige le Parti libéral-démocrate, au pouvoir au Japon depuis 1955, elle n'a pas encore été confirmée comme première ministre et rien ne l'assure. Il y a de très fortes chances qu'elle le devienne, mais il n'y a aucune garantie, et il est possible qu'elle n'accède finalement pas au poste de première ministre comme prévu. Mais au moment où nous écrivons, Takaichi semble bien parti pour prendre le pouvoir, succédant à Shigeru Ishiba après sa démission en septembre. Pour être clair, nous n'allons pas passer de temps sur la biographie de Takaichi dans l'épisode d'aujourd'hui, sauf dans les cas où cela croise ses opinions sur la défense et la politique militaire. Si vous voulez un portrait biographique sur Political Front, dites-le nous en commentaire. Et abonnez-vous à Political Front tant que vous y êtes, parce que c'est une bonne chaîne. Pour l'épisode d'aujourd'hui, voici ce qu'il faut savoir sur Sanae Takaichi. Elle est sans doute l'une des principales défenseurs du réarmement du Japon, s'opposant à près d'un siècle de politique pacifiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à la plupart de ses collègues du gouvernement japonais, Takaichi n'a jamais été freiné par l'héritage destructeur de la Seconde Guerre mondiale et demeure une révisionniste historique majeure depuis des décennies. Dès les années 2000, Takaichi a plaidé pour que les manuels scolaires minimisent les actions du Japon en temps de guerre, comme le travail forcé, l'esclavage sexuel des femmes de réconfort coréennes, le massacre de Nankin et la guerre d'expansion. Elle visite régulièrement le controversé sanctuaire Yasukuni de Tokyo, honorant d'anciens combattants, dont certains criminels de guerre, et a promis d'y retourner comme première ministre. Elle a toujours soutenu le renforcement des forces d'autodéfense du Japon, l'acquisition d'armes puissantes, et s'est opposée au maintien du statu quo non agressif. Les projets de Takaichi pour l'armée japonaise sont pour le moins ambitieux. Mais avant d'entrer dans les détails, il est utile d'avoir une idée de l'échelle, car même si le Japon n'est pas aujourd'hui une puissance militaire de premier plan, cela tient surtout à l'histoire du pays et non à son potentiel militaire ou économique. Le Japon moderne possède la 5e plus grande économie de la planète, comparable directement à celle de l'Inde et du Royaume-Uni, se situant facilement dans la même catégorie que l'Allemagne et n'étant nettement dépassé que par les États-Unis et la Chine. Cela place le Japon dans la même catégorie que des nations disposant de certaines des forces militaires les plus redoutables au monde, même si, comme nous l'avons expliqué, le Japon n'est pas à la hauteur. Les forces allemandes, actives et en réserve, dépassent de plus de 3 fois celles du Japon, mais le Japon a 123 millions d'habitants contre 83 millions pour l'Allemagne. Le produit intérieur brut du Japon est très proche de celui de l'Inde, mais l'Inde possède 5 fois plus de chars de combat principaux et près du double du nombre d'avions de combat. Cependant, la faible puissance militaire du Japon contraste avec son grand potentiel. Le Japon a environ 10 millions de personnes âgées de 18 à 26 ans, âge idéal pour combattre. Son budget national est énorme. Son industrie de haute technologie est l'une des meilleures au monde et elle entretient des relations industrielles de défense étroites avec certains des plus grands fabricants militaires mondiaux, y compris les États-Unis. Bien sûr, le Japon a ses problèmes et nous en parlerons bientôt.
Mais si le Japon voulait devenir une grande puissance militaire au XXIe siècle, il en est tout à fait capable. C'est là, bien sûr, que Sanae Takaichi entre en scène. Depuis de nombreuses années, elle est l'une des principales défenseurs d'une position politique qui est désormais devenue courante au sein de son propre parti politique, la révision de l'article 9 de la Constitution japonaise. Selon l'article 9, le Japon renonce officiellement à son droit souverain d'agir en tant que belligérant, c'est-à-dire son droit de menacer ou d'utiliser la force pour faire avancer ses objectifs et régler des différends internationaux. Selon l'article 9, les forces terrestres, navales, aériennes et tout potentiel de guerre ne seront jamais maintenues. Le Japon possède aujourd'hui une force d'autodéfense, progressivement renforcée à mesure que la Seconde Guerre mondiale s'éloigne. Mais Takaichi aimerait que le Japon retrouve le droit de faire la guerre en éliminant la partie de l'article 9 qui empêche la nation de le faire. Elle souhaiterait également nommer explicitement les forces d'autodéfense comme étant l'armée nationale du Japon et supprimer l'interdiction de maintenir une force militaire. Takaichi souhaite essentiellement abolir la vieille interdiction japonaise de créer une véritable armée. Et les ambitions de Takaichi vont bien au-delà d'une modification de la Constitution. Avant son élection, Takaichi a promis d'augmenter progressivement les dépenses de défense du Japon de 1,6% du produit intérieur brut à 2%, voire plus, pouvant dépasser 3%. Elle a promis d'investir massivement dans l'industrie de défense japonaise, où le pays a le potentiel de rivaliser avec des nations comme la Corée du Sud dans la construction navale et où le Japon est déjà fortement impliqué dans une série de projets de défense innovants aux côtés de partenaires internationaux. Takaichi a demandé que le Japon crée un service de renseignement extérieur et adopte des lois strictes pour empêcher les agents étrangers d'accéder à l'armée ou à l'industrie de défense japonaise. Elle a affirmé vouloir soutenir les rares sous-traitants de la défense au Japon et encourager la création de nouveaux en privilégiant les investissements dans la haute technologie et les secteurs émergents de la guerre. Des progrès sont en cours, avec plus de contrats étrangers pour les entreprises de défense japonaises et la création d'un institut d'innovation par le ministère de la Défense fin 2024. Mais à en juger par tous les signes, Takaichi veut s'emparer de ces initiatives et renforcer les efforts du Japon, et déjà les investisseurs mondiaux ont montré leur soutien sur les marchés. Maintenant, avant de continuer, nous devrions prendre au moins un instant pour souligner un problème fondamental dans les propositions de Takaichi, et en particulier dans l'idée d'une expansion militaire. Malheureusement pour elle et pour les autres faucons de guerre du Japon, le pays se trouve dans une position difficile en ce qui concerne l'expansion militaire, notamment parce que le Japon fait face à une crise démographique existentielle. Le Japon n'a pas de jeunes à sacrifier. La nation refuse d'accueillir des immigrés pouvant compenser sa baisse démographique et ne pourrait supporter la perte de milliers de jeunes en cas de guerre. De plus, les jeunes japonais s'intéressent rarement à l'armée. Les forces d'autodéfense japonaises peinent à recruter depuis des années à cause de la stigmatisation, de bas salaires, de scandales de harcèlement et d'autres facteurs. Ces problèmes ne sont pas impossibles à surmonter pour Takaichi et ses alliés, mais ils constitueront un obstacle important au type de réforme militaire qu'elle propose. Après avoir évoqué la renaissance militaire, abordons une proposition de Takaichi, encore plus controversée. La possibilité d'abriter des armes nucléaires américaines au Japon. Bien sûr, l'histoire du Japon avec la bombe atomique ne devrait pas nécessiter beaucoup, voire aucune, explication. Le Japon est la seule nation à avoir jamais été la cible de la détonation d'une ogive nucléaire et le pays a une longue et très fière tradition d'opposition stricte aux armes nucléaires. Moins de la moitié des citoyens japonais approuvent l'utilisation de l'énergie nucléaire civile, encore moins l'accueil ou la construction d'ogives nucléaires. Le Japon interdit aux États-Unis de stationner des armes nucléaires sur son sol, demande officiellement respectée par les États-Unis depuis 1972. Mais comme le sait bien Sanae Takaichi, l'histoire du Japon et des armes nucléaires est bien plus complexe que ce résumé ne le suggère. Le Japon moderne illustre parfaitement la latence nucléaire, un pays sans ogive nucléaire active, mais disposant des moyens nécessaires pour en fabriquer rapidement s'il le souhaite. Le Japon est le pays en latence nucléaire le plus proche de posséder une bombe nucléaire. Il dispose de tout le matériel nucléaire, des moyens de livraison et des compétences techniques, si bien qu'il est, en pratique, une puissance nucléaire comme les États-Unis, la Russie ou la Chine. L'idée d'un accord de partage nucléaire avec les États-Unis n'est pas nouvelle. Le mentor politique de Takaichi, l'ex-premier ministre Shinzo Abe aujourd'hui décédé, avait aussi plaidé pour que le Japon accueille des armes nucléaires américaines dans des conditions proches de celles de plusieurs États de l'OTAN.
L'idée a gagné du terrain au Japon après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et une part croissante du public et des décideurs japonais sont désormais ouverts au débat. Récemment, des discussions sérieuses ont émergé sur la possibilité que le Japon développe et maintienne son propre arsenal nucléaire. Tout cela arrive alors que d'autres pays envisagent aussi cette possibilité. Pour Takaichi, le stationnement d'armes nucléaires américaines sur le sol japonais présenterait immédiatement quelques avantages clés. Avant tout, elle constituerait une forte dissuasion contre la Chine, principale rivale régionale du Japon et seule nation indo-pacifique capable de le submerger militairement en cas de conflit direct. Deuxièmement, cela marquerait un engagement militaire clair des États-Unis envers le Japon alors que la confiance mondiale envers Washington s'affaiblit. Takaichi a toujours voulu négocier la levée des tarifs de Donald Trump et si le Japon accueillait des ogives américaines, Tokyo serait plus confiant lors des négociations, convaincu que l'Amérique ne l'abandonnera pas par revanche. En important des ogives nucléaires américaines, Takaichi peut modifier le récit historique sur les armes nucléaires et s'ouvrir ainsi de nouvelles opportunités. Si elle réussit, elle pourrait ouvrir un tout nouveau débat sur les armes nucléaires. Peut-être pour dire que maintenant que le Japon possède des ogives américaines, le Japon peut renoncer avec confiance à posséder ses propres ogives, ou peut-être pour dire que puisque les armes nucléaires américaines ne sont pas si mauvaises au XXIe siècle, le Japon devrait peut-être envisager d'obtenir les siennes. Si Takaichi obtient l'accord du peuple japonais sur les armes nucléaires, elle pourra supposer leur soutien à toutes ces réformes militaires, lui permettant ainsi de légiférer une refonte plus large de l'armée. Enfin, il y a les réformes que Takaichi souhaite mettre en œuvre concernant la posture militaire et géopolitique du Japon sur la scène mondiale. Takaichi attache une grande importance à l'alliance de défense Japon-États-Unis et veut s'assurer que Washington reste un allié durable. Il est aussi essentiel de connaître les ennemis de Tokyo que ses amis, selon Takaichi et sa philosophie politique. Pour le Japon actuel, son principal adversaire est la Chine, où récemment, comme ailleurs, il a vu Pékin présenter un équipement militaire très avancé au monde entier. Takaichi a toujours exprimé une méfiance envers l'État chinois moderne, un sentiment de plus en plus répandu dans le discours public japonais. Elle a fermement demandé au Japon de réduire ses liens économiques avec la Chine pour limiter l'influence de celle-ci, principal partenaire commercial du Japon. Elle n'a pas hésité à s'engager dans une forme de réécriture de l'histoire qui lui est propre, même lorsque son révisionnisme historique la met directement en conflit avec la Chine. Elle a dénoncé le renforcement militaire de la Chine depuis des décennies et son expansion progressive en mer de Chine méridionale et dans d'autres zones sensibles. Bien que Takaichi se soit peu exprimé sur ce sujet, son insistance sur le renforcement de l'armée japonaise et les liens avec l'Amérique suggère une inquiétude. Sans les États-Unis dans l'Indo-Pacifique, le Japon serait vulnérable à l'agression chinoise. À un moment où l'exemple du comportement russe en Ukraine met tous les voisins régionaux de la Chine sur le qui-vive, c'est presque certainement un problème qui influence la réflexion de Takaichi et motive sa forte défense d'une armée japonaise renforcée. La Chine s'est clairement intéressée à l'ascension de Takaichi, Pékin ayant reconnu sa victoire bien plus vite que pour des nominations similaires à Tokyo auparavant. Lié à sa position sur la Chine, Takaichi soutient fortement Taïwan, un point que Lai Ching-te a rapidement souligné sur les réseaux sociaux après son élection à la tête de son parti. Les dirigeants taïwanais et les experts en sécurité s'attendent à ce que la relation de l'île avec le Japon se renforce sous la direction de Takaichi et prévoient que Takaichi poursuivra et développera l'œuvre de son mentor favorable à Taïwan, Shinzo Abe. Début 2025, Takaichi a appelé le Japon à former une quasi-alliance de sécurité régionale incluant Taïwan, visant à renforcer la sécurité économique, à réduire la dépendance à la Chine et à collaborer dans les industries de haute technologie, un atout partagé par Taipei et Tokyo. Takaichi sait qu'il serait imprudent de fâcher la Chine en évoquant ce sujet durant sa campagne, mais la question reste de savoir si le Japon voudra exporter plus d'armes vers Taïwan en développant du matériel à vendre. Si la Chine et Taïwan sont négatives et positives pour Takaichi, la relation avec la Corée du Sud reste une question ouverte. Au cours des dernières années, le Japon et la Corée du Sud ont renforcé leur collaboration économique, technologique et en matière de défense afin de faire face aux menaces communes venant de la Chine et de la Corée du Nord. Cette relation a été réaffirmée peu avant l'élection de Takaichi, lorsque fin septembre, le premier ministre japonais et le président sud-coréen se sont rencontrés lors d'un sommet pour renforcer leur coopération.
Ce sommet et les réunions récentes résultent d'un effort conjoint des deux nations et des États-Unis pour surmonter un passé marqué par les abus de la Seconde Guerre mondiale envers les femmes de réconfort coréennes et d'autres différends ayant freiné la coopération depuis des décennies. C'est à cause de ce contexte récent que certains experts internationaux s'attendent à ce que les relations entre le Japon et la Corée du Sud se détériorent une fois que Takaichi accédera au poste de Premier ministre. Takaichi, après tout, est une révisionniste historique acharnée et la Corée du Sud l'a déjà critiqué ouvertement par le passé précisément pour cette raison. Pendant sa campagne, Takaichi a adopté une rhétorique plus modérée sur toute une série de questions et il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce qu'une fois au pouvoir, elle revienne à une rhétorique nationaliste qui creuserait un fossé entre Tokyo et Séoul. Pour l'instant, Takaichi a affirmé vouloir poursuivre la coopération avec la Corée du Sud, surtout sur la défense régionale. Face à la montée en puissance de la Chine, les dirigeants sud-coréens chercheront sûrement à coopérer avec elle, pouvant même passer outre certains dérapages pour affronter la situation géopolitique. Takaichi a souligné la poursuite de la politique de l'ère Arba, où Tokyo et Washington mènent ensemble des partenariats diplomatiques et stratégiques avec d'autres capitales régionales. Le Quad rassemble le Japon, les États-Unis, l'Australie et l'Inde. C'est une pratique que Takaichi semble très intéressé à développer et en essence, les élargissements qu'elle a décrits verraient les États-Unis et le Japon entrer dans autant de petits accords multilatéraux que possible. Mais Takaichi semble être pleinement consciente de l'incertitude géopolitique des partenariats avec l'Amérique en ce moment et, rompant avec la politique privilégiée de son mentor, Takaichi a manifesté de l'intérêt pour ce qui pourrait être l'initiative la plus importante de son mandat sur le plan géopolitique. Établir des partenariats de sécurité solides et fiables à travers l'Indo-Pacifique qui n'incluent pas les États-Unis. Avant le second mandat de Donald Trump, l'Amérique et le Japon avaient coopéré pour créer une toile géopolitique autour de la Chine. Tracer les connexions sur la carte, cela ressemble à une toile. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, l'Inde, Taïwan, le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande et d'autres pays renforçaient leurs accords de défense, bilatéraux ou en petits groupes, poursuivant un objectif commun sans l'exprimer clairement. Ensemble, ils tissaient lentement mais sûrement un filet autour des ambitions de Pékin, en évitant toute rhétorique susceptible de provoquer la Chine, et en misant plutôt sur la diplomatie discrète et des signaux pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais dans cet arrangement d'avant 2025, l'Amérique restait la pièce maîtresse. Et en ce moment, l'Amérique n'agit tout simplement pas comme un partenaire fiable, peu importe la rhétorique de la Maison-Blanche. Aujourd'hui, ces nations indo-pacifiques restent aussi déterminées à s'opposer à la Chine qu'autrefois. Aujourd'hui comme alors, chacune admet préférer rester avec ses alliés plutôt qu'affronter Pékin seul. S'il y avait une nation dotée de l'influence diplomatique, des connexions stratégiques et de la puissance économique nécessaire pour servir de centre à cette alliance internationale, formelle ou informelle, ce serait forcément le Japon. L'Inde maintiendrait une telle alliance à distance car ses intérêts ne sont pas toujours alignés. L'économie japonaise est presque aussi puissante que celle réunie de la Corée du Sud, de l'Australie et de Taïwan. Mais le Japon ne peut hériter ce rôle. Il ne pourra jouer en Indo-Pacifique le rôle de la France, du Royaume-Uni ou de l'Allemagne en Europe sans une puissance militaire équivalente. Donner quelques années de pouvoir à Sanae Takaichi et ce problème existentiel pourrait commencer à être résolu. Bien sûr, rien ne garantit que tout cela se déroulera comme Sanae Takaichi l'entend. Même en supposant qu'elle accède effectivement au poste de Premier ministre, comme prévu, le parti au pouvoir de Sanae Takaichi traverse une période de faiblesse. Il doit s'allier à un autre parti pour former une majorité, mais ce parti n'approuve pas beaucoup les positions de Sanae Takaichi. Sanae Takaichi pourrait devoir faire des compromis sur certains de ses propres objectifs pour les garder de son côté, ou bien elle pourrait se retrouver redevable à d'autres partis politiques, y compris l'ultra-conservateur Sansato, ce qui entraînerait son propre lot de complications. Elle risque aussi de perdre vite son siège, devenant la dernière victime d'une époque où les premiers ministres japonais peinent à rester en fonction. De nombreux facteurs extérieurs pourraient compliquer les choses encore davantage, qu'il s'agisse d'une action inattendue de Washington, d'une brouille avec la Corée du Sud ou d'une guerre potentielle autour de Taïwan. Mais s'il y a bien une chose certaine au Japon, c'est que si la dame de fer du Japon obtient ce qu'elle veut, alors son pays va devenir beaucoup plus fort, et très rapidement. Si Sanae Takaichi parvient à accomplir cela, alors le monde n'aura guère d'autre choix que d'accueillir une nouvelle puissance militaire sur la scène mondiale. Merci d'avoir regardé.